Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de mon traceur de courbes pour transistor NPN. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas vous assommer de théories ou de choses comme ça, hein. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet où j'ai expliqué en long et en large le principe. Aujourd'hui, on va plutôt voir ensemble la réalisation du projet qui fonctionne très bien et surtout comment pouvoir le réaliser vous-même. Donc pour cela, vous pouvez, si vous souhaitez le faire ou même faire des essais, par exemple sur LTSpice et autres, vous pourrez utiliser mes fichiers pour le faire. Alors, vous allez devoir récupérer les fichiers sur le GitHub, dont le lien est associé à la description de cette vidéo. Lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez arriver, là je suis directement dans mon GitHub, vous allez arriver ici. Alors ici, vous avez en fait l'ensemble des documents qui constituent ce projet. Et normalement, tout est suffisant, nécessaire pas forcément, tout est suffisant pour pouvoir réaliser ce projet par vous-même, vous en inspirer, faire des essais, contrôler ce que j'ai fait, etc., etc., me faire des remarques. Bien entendu, c'est toujours intéressant d'avoir des remarques à partir du moment où elles sont faites de manière constructive, bien entendu. Alors ici, on ne peut pas ouvrir, on peut ouvrir les fichiers comme ça, mais parfois ça va marcher, parfois ça ne va pas marcher. Donc c'est pas la bonne méthode. Je vais vous donner la méthode, mais tout d'abord, on va lister un petit peu tout ça. Là, vous avez la fiche technique du 2N2222, transistor NPN. Là, c'est 2N2907, lui, c'est un PNP. Là, c'est l'analog switch ADG 436. Là, c'est le MOSFET canal N BS 170. Ça, c'est la calculette. On va l'ouvrir parce qu'on va aller la regarder après. Pourquoi ne s'est-elle pas ouverte? Oh, pourquoi ne s'est-elle pas ouverte? Mais non, mais bien sûr, parce qu'on l'ouvre pas depuis ici. C'est ce que je vous expliquais au début. Voilà, ici, là, vous avez un dossier zip LTSpice. Vous verrez que j'en ai deux, le deuxième est là. Ces deux dossiers, vous pourrez vous en servir pour faire des simulations. Ça, c'est le schéma. Ça, c'est le Gerber. Alors, le Gerber, c'est un dossier zip. Il faut l'envoyer zippé chez le fabricant PCB. Donc, en l'occurrence, moi, chez JLC PCB. Là, c'est le dossier, on l'a vu, c'est le deuxième dossier LTSpice. Là, c'est le code. Vous verrez qu'il y a une particularité, je reprends, vous verrez qu'il y a une particularité pour récupérer le code. Il faudra bien regarder ma méthode, en fait, qui n'est pas ma méthode, hein, parce que moi, je les ai déjà directement, mais je me suis aperçu que si on voulait démarrer des dossiers GitHub, parfois on peut avoir un souci pour récupérer le dossier code. Là, vous avez la liste des composants. Là, vous avez un guide. Là, vous avez la feuille technique de l'ampli opérationnel LT1006, qui n'est pas un ampli opérationnel rail to rail. Attention, mais là, je l'utilise en connaissance de cause à l'endroit où je l'utilise. Ça, c'est une photo de la vue 3D KiCad du PCB, le top, et pareil pour le bottom. Là, c'est la fiche technique du
Sylvino XIO, pas sa fiche technique, son pinout. Là, c'est la fiche technique du capteur sensitif qui me sert à changer de mode. Et là, c'est la fiche technique du TLV 2372 qui est un double ampli opérationnel qui, lui, est un rail-to-rail. Je peux agrandir un peu l'écran. Il faut aller dans Code et il faut faire Download Zip. Il est là. Alors, je vais faire une petite gymnastique. Il s'est ouvert dans Téléchargement. Je vais aller créer un dossier et je vous expliquerai après pourquoi. Nouveau dossier. Et je vais l'appeler DLTA 273 TER. Voilà. Allez, je clique sur le dossier que je viens de télécharger. Donc, il va se dézipper, hein. Non, pas de suite, là, il va se dézipper. Voilà. Là, il s'est dézippé et on retrouve un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ouvrons par exemple la fiche technique du Design 22. J'en utilise deux, je crois. Là, voilà, bon, elle n'est pas très détaillée, mais c'est suffisant. Voilà. Alors ici, la calculette. Alors, j'espère qu'on saura l'ouvrir cette fois. Voilà. Là, vous avez la calculette. On va y revenir. On va d'abord aller regarder le schéma. Alors là, ben, d'abord aussi, ça c'est un dossier LT-Spice. Alors celui-là, on le laisse se dézipper. Et voilà, vous avez le premier. Ça vous permet de simuler un peu tout ce que vous voulez par rapport au schéma qu'on a là. Je le ferme. Je vous donne pas plus de détails. C'est un document de travail que je vous mets à votre disposition. Libre à vous de l'utiliser ou pas. En plus, dans les précédentes vidéos, je pense les avoir présentées. Ah, voilà le schéma. Le schéma, le voilà. Eh bien, le schéma, c'est le schéma KiCad. C'est vraiment le schéma qui m'a servi à créer le PCB. Donc, les moindres détails sont importants dans ce schéma, la connectique, les petits condos de découplage, enfin vraiment, le détail doit y être, voilà, les pastilles, les pads qu'on risque d'avoir besoin, etc., etc. Donc, le schéma, je l'ai fait depuis EasyEDA. Et puis ensuite, j'ai associé les empreintes que je souhaitais associer. Et derrière, ça m'a permis de faire le PCB. Là, c'est le fichier Gerber. Donc, c'est ce fichier-là qu'il faudra envoyer au fabricant de PCB. En l'occurrence, moi, c'est toujours JLC PCB. Je n'ai pas trouvé moins cher pour être livré en France, hein. Donc, vous pouvez chercher. Je suis à peu près sûr que vous ne trouverez pas. Donc, on le met sous ce format-là. On fait un copier-coller, ou plutôt, depuis chez JLC PCB, on vient cliquer dessus directement. Là, c'est un autre dossier ETISPICE, et là, c'est le code. Alors le code, vous ne pourrez pas l'ouvrir forcément comme ça. Donc, en fait, l'IDE Arduino, il va vous dire qu'il faut qu'il soit dans... Plutôt, il est là le code. Il faut qu'il soit dans un dossier, et je crois qu'il faut qu'il porte le même nom. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai créé un dossier et que je vais donner ce nom-là. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit, copier. On va revenir là, dans téléchargement. Là, on va faire coller. Et là, on va voir si on sait ouvrir le dossier, le code. Voilà. Là, vous avez le code. On enlève ça. Donc, c'est celui-là qu'il faudra téléverser
dans le Arduino XIAO. On s'attarde pas là-dessus. Je reviens à mon dossier de tout à l'heure. Donc on a vu le code. Là, c'est la liste des composants. Voilà, donc elle est la plus précise possible. J'ai même mis, lorsque j'avais acheté ces composants chez Intel et chez Intel, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'acheter forcément là. À chaque fois que je l'avais encore, j'ai mis la référence. J'ai mis la référence du vendeur, du fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, les bornes à vis, il y en a à 2 bornes et il y en a à 3 bornes. Les 2 bornes, ça sera pour alimenter en 12 volts. Les 3 bornes, ce sera pour une connexion externe du transistor à tester. Malheureusement, j'ai pas trouvé les références. Vous regarderez bien sur la vidéo la forme. J'essaierai de mettre une photo dans le GitHub, hein, je rajouterai une photo. Donc je crois que c'est du pas 5 ou 5.08, bon, peu importe. On n'est pas à un pouillème près. Alors là, ce sont des pin headers, donc en fait, ce sont des cavaliers, plutôt ce sont des broches mâles et qu'on vient strapper ou pas strapper avec un petit cavalier pour pour être en fonctionnement alim 12 volts externe ou une autre façon. Là, ce sont des pins sockets. Ça, c'est pour brancher les transistors de test. Pour le pinout du transistor, ça permettra de le poser facilement. Ça, c'est l'autre borne à vis. Ça, c'est l'inductance qui est en amont du convertisseur 12 volts, 5 volts. On la trouve Syricom sans problème. Là, ce sont des transistors classiques en TO18, NPN et PNP que j'ai acheté chez Gotronic. Là, ce sont les les MOSFET Canal N que j'ai acheté chez RS Particulier avec la référence. Un conseil, lorsque vous recevez vos MOSFET, testez-les. L'autre fois, j'en avais commandé 10, 3 étaient défectueux. Je les ai rappelés, ils m'en ont renvoyé 10 gratuitement, il y en avait encore 2 de défectueux. Et c'est pas moi qui les a rendus défectueux. J'ai fait très attention. Voilà, là c'est un autre 2N2222A. Et ça c'est un autre BS170. Ici, ce sont mes résistances. Ce sont toutes des résistances de 1/4 de watt. Moi personnellement, je m'embête pas. Je travaille quasiment qu'avec des 1/4 de watt, sauf qu'un particulier, et je les achète chez Gotronic sous cette référence-là. On reçoit un lot de 600 résistances, je ne sais plus pour combien, mais bon, c'est pas très cher, mais c'est surtout qu'elles sont adaptées au bidouilleur en électronique. Elles ont des pattes pas longues, mais pas trop courtes. Elles vont très bien pour aller sur les breadboards et elles vont très bien pour aller sur les PCB. Donc, vraiment, je ne peux pas trouver mieux. Vous avez la référence, à vous de voir. Là, ce sont des cosses poignards pour faire des points test. Donc, ça existait déjà dans les années 75. J'en ai retrouvé, et moi, je suis un vieux de la vieille. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je ne change pas. Ou une fois de temps en temps, quand même. J'ai oublié le petit potentiomètre sur le PCB RV1. C'est lui qui va vous permettre en mode IC égale F de IB de pouvoir faire varier la tension VCE. Là, c'est l'analogue switch. Je l'ai acheté chez AliExpress et voilà chez quel vendeur. Le Arduino XIAO, on peut le trouver chez RS Particulier, ainsi que les TLV 2372
Par contre, le LT1006, je l'avais acheté. Ah bah tiens, ah non, voilà, je l'avais acheté chez AliExpress. Bien entendu, n'oubliez pas les sockets qui vont bien. Ça, c'est le convertisseur de tension 12 volts DC. En fait, il est plus large en amont que ça, hein. Mais comme nous, on met du 12 volts DC, 5 volts DC. C'est un switching régulateur. Donc, il chauffe pas ou très peu. J'ai choisi une consommation de 500 mA. Vous l'avez chez RS Particulier. Ça, c'est le capteur sensitif. Alors, c'est un capteur, en fait, qui ne mesure pas la résistivité du doigt, hein. Il existe une membrane. On pose le doigt sur une membrane et en dessous, il y a un dispositif qui est, je pense qu'on peut appeler ça une jauge de contrainte, qui, sans appui, il aura une résistance quasiment infinie, très, très, très élevée, et avec un appui correct, sans forcer, la résistivité va descendre en dessous de 10 kg et descendra encore moins si vous appuyez plus fort. Ça va très bien pour ça. Heu, terminaux de soudure. Ah oui, terminaux de soudure, ce sont un peu comme des cosses poignards géantes que j'ai utilisées pour, brancher l'oscilloscope. Vraiment, moi c'est pas très courant. J'avais découvert ça lorsque j'avais fait mon simulateur de charge pour pouvoir positionner sur le PCB écarté, légèrement en hauteur des résistances de puissance. C'est vraiment bien et en même temps, ça va très bien pour, brancher un oscillo. Étant donné qu'il y aura des efforts mécaniques, importants, je pense que répétitifs, je pense que la cosse poignard, elle aurait fini par lâcher. Et là, ce sont des supports TO18 qui sont plutôt des rehausseurs, vous savez, ce sont ces petites entretoises qui se montent entre le TO18 et le PCB. Alors j'en ai pas pour l'instant. Je vais en chercher encore, hein, parce que je vois le résultat que ça donne sur mon PCB. C'est vraiment bien. Je vais, essayer d'en trouver. Moi, c'est de la récupération. Voilà, donc on a vu le fichier Excel. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc la liste des composants. Ah, le guide. Le guide, j'ai écrit un petit guide pour vous, mais en même temps pour moi, parce que je me suis rendu compte quand je ressortais un projet, en partant depuis le GitHub, eh bien, j'avais parfois moi-même des difficultés. Il y a des choses qui m'étaient sorties de la tête. Donc je me suis dit, dans la plupart des cas, dans la mesure du possible, j'essaierai de faire un petit guide rapide qui permettra, on va dire, de s'en sortir lorsqu'on repart de rien. N'hésitez pas, ici nous sommes à l'indice 0. Et si vous voyez des améliorations, si vous constatez des erreurs, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, je pourrais faire des indices au document. Merci d'avance. Là, c'est la fiche technique du LT1006. Là, ce sont les photos. Voilà, du PCB. Voilà. Là, c'est la fiche technique du RCP18ST qui est le capteur sensitif. Voilà. Donc, le schéma, on a dit qu'on revenait pas. Ce qu'on va faire, on va aller voir la calculette. Voilà, la calculette. J'ai fait ça parce que ça aussi, c'est un bon outil de travail. Ça permet d'avoir des indications numériques, de vérifier un certain nombre de choses. Lever des doutes,
Comparé avec, le dossier LT-Spice, avec, le PCB, moi je peux vous dire que j'ai rencontré quelques petits problèmes et pour bien comprendre d'où il venait, eh bien, j'ai décidé de créer ce tableur et de manière à pouvoir, mieux comprendre ce qui n'allait pas. Donc ici, vous avez 2 tableaux, un en forme de L renversée qui est ici là, ce qu'on appelle les données d'entrée et un qui concerne les données de sortie. Les données de sortie sont toutes des résultats de calcul. Donc il ne faut pas aller modifier les cases. Regardez si j'ouvre, on voit qu'on a des formules. Regardez en haut, hein, en haut là. Échappement. Ouais, j'espère que j'ai rien changé, non? Voilà, voilà. Donc tout ça, ce sont des calculs. Alors ici, heu, là ici, les données d'entrée, eh bien on va retrouver alors 2 sortes de données, celles qui sont dans des cellules en vert clair, ce sont des données d'entrée, donc vous pouvez les changer, mais il vaut mieux pas parce que ce sont les valeurs des résistances telles que celles qui sont dans le tableau de la liste des composants. Donc vous pouvez le faire, mais bon, en connaissance de cause. Celles qui sont dans des cases un peu plus foncées et encadrées de rouge, ce sont des données hypothétiques pour faire des calculs intermédiaires. Il faut essayer, si vous les utilisez, il faut partir des schémas. Vous pouvez partir aussi du dossier LT-Spice et il faut essayer de mettre des valeurs cohérentes. Il faut déjà avoir bien compris le schéma pour le faire. Voilà, donc voilà pour ça. Attention aux unités. Là, en orange, ce sont des avertissements. Ici, le 3 V 3, c'est la sortie DAC, donc la sortie du convertisseur numérique analogique du Arduino XRO. Donc je sors une rampe qui va de 0 à 3 V 3. Donc c'est la valeur max, 3 V 3. Oui, je suis allé jusqu'en haut. Et ça, ce sont R1 et R2, les valeurs de l'ampli op qui est derrière pour adapter l'amplitude. Eh bien, ce qui fait qu'une rampe de 3 V 3 vaut 6 V 06 en sortie de cet ampli. Et donc ici, la VR9, alors VR9, VR9 est là. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Oui, oui, oui. Alors ça me sert, la tension aux bornes de cette résistance me sert à calculer, à vérifier la puissance dissipée dans ce transistor. En fait, je dis que la puissance dissipée dans ce transistor est égale à 12 volts, moins cette tension-là. Je devrais aussi enlever, je ne sais pas si je l'ai fait par contre, la tension base émetteur du transistor à tester. Et puis voilà, cette tension. Et donc, ça me permet, c'est surtout cette résistance hein, qui vient prendre une partie de la puissance, ça me permet de calculer approximativement la puissance dissipée dans Q2. Voilà, ça permet de faire des vérifications, de trouver des ordres de grandeur et voir qu'on est... À un moment donné, j'avais un transistor qui chauffait et je voulais comprendre pourquoi. Voilà. Là, ici, on retrouve le même tableau et là, on regarde un petit peu. Donc, lorsque le courant IE de Q2, c'est en même temps le courant qui va dans le... C'est la sortie d'un générateur de courant, hein, et en même temps, ça va constituer le courant de base sur le transistor à tester. Donc là, on a la main. C'est un générateur de courant, donc on le calcule. C'est nous qui décidons quel courant on envoie. Par contre, derrière, si je veux aller visualiser ça sur un oscilloscope, il faut que je le convertisse en tension.
Donc je passe dans une résistance pour ce courant, je le fais passer dans une résistance, et ensuite donc je transforme en tension, et ensuite j'amplifie cette tension de manière à avoir à peu près quelque chose de bien équilibré pour l'oscilloscope. Alors au début, je voulais pour 0,281 mA que j'ai 2,81 volts. Malheureusement, au moment de faire le montage, j'avais plus tout à fait les valeurs que je souhaitais. Il m'aurait fallu une 200 kg, je n'en avais pas. Donc j'ai rechangé un peu on va dire le tandem des résistances de l'amplificateur, et je suis pas arrivé exactement. Mais on s'en fout en fait, on s'en fout parce que cet appareil n'est pas un appareil de métrologie pure, c'est un appareil qui va servir à contrôler des transistors. Donc on doit avoir, est-ce qu'ils ont plutôt une bonne allure ou pas? On est plutôt en dépannage. Par exemple, si vous avez un doute sur un transistor, tiens, un 2N2222, vous l'enfichez sur le traceur de courbe, vous avez une courbe, et ensuite vous en prenez un autre, vous regardez si la courbe a la même allure ou pas. J'ai trouvé des transistors qui présentent, selon moi, des défauts. On en contrôlera un tout à l'heure, on verra. Donc, moi je pense qu'on peut partir du principe, on peut simplifier et dire que pour 1 volt sur l'oscilloscope, c'est équivaut à 100 microampères. Oui, 0,1 volt, 10 microampères. Pour le courant de base. Et là, alors pour le courant du transistor de test, alors le courant, on ne peut pas le connaître par l'ensemble des simulateurs parce que ça dépend des caractéristiques perso du transistor qu'on teste. On les connaît jamais précisément au niveau du gain au courant, ou eh bien les fourchettes que nous donnent les fabricants, elles sont quand même assez larges. Donc ici, j'ai fait un seul point de manière à m'assurer que l'échelle que j'avais calculée dans mon ampli, hein, là c'est pareil, hein, je fais passer le courant du transistor de test dans une résistance et j'amplifie la tension aux bornes de cette résistance. Et là, ça me donne une tension pour aller sur l'oscilloscope. Ça sera la deuxième voie en XY, hein, voilà. Donc là, on voit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est un point de vérification. En fait, vous voyez que c'est là que j'ai des cases en vert foncé encadrées de rouge. Là, ces deux valeurs-là, ce sont valeur amont, valeur aval de la résistance dans laquelle passe le courant de test. Et voilà, j'ai trouvé que c'était 60 milliampères. Et là, j'ai fait ma conversion, je trouve 6 volts. Donc, on peut dire que sur l'oscilloscope, on a 1 volt pour 10 milliampères. Voilà pour la présentation globale des fichiers, à quoi ils servent, comment s'en servir, etc. Ah ben, je crois qu'il y a encore autre chose derrière. Non, il y a tout là, tout est là. Voilà. Donc ce fichier, si vous vous intéressez au projet, gardez-le précieusement. Très bien, maintenant, eh bien, je pense qu'une petite démo, ça serait pas mal. Allez, on passe à la démo. Voilà, ma plaquette réalisée. Alors, vous faites pas attention ici à mes transistors, hein, qui sont mes 6 transistors. J'en ai d'autres qui sont montés à l'arrière. J'ai eu des soucis, j'en ai claqué quelques-uns. Donc, pour l'instant, ils sont ressoudés à la bonne franquette, hein. Donc, ne prêtez pas attention à ça. Là, ici, j'ai le 12 volts, donc. Là, j'ai le Arduino XAO. Là, ici, j'ai mon convertisseur 12 volts, 5 volts, avec les cavaliers qui sont branchés à droite.
Là, j'ai mes différents amplis opérationnels. Là, j'ai des transistors pour réaliser les courants qui vont bien. Ici, j'ai un autre transistor. On voit peut-être pas bien si j'allume, c'est mieux. Voilà, là j'ai un autre transistor pour commander le buzzer ici. Là j'ai mon fameux capteur sensitif. Là j'ai le potentiomètre pour régler le VCE. Et ici j'ai mon transistor à tester. En sachant que je peux brancher, alors est-ce qu'on va le voir, ça ici, avec ces trois fils, là, pour faire un essai externe. On va le mettre sous tension. Donc on va attendre tout d'abord une petite animation suivie de, je pense, un coup pour dire on est sur le mode 1. On est sur le mode 1, c'est-à-dire IC égale F de VCE. Là, je vais venir appuyer sur mon bouton sensitif, on va passer sur le mode 2. Et 2, 1. Voilà. Ici, j'ai l'ensemble de mes résistances. Il y a beaucoup d'amplis, donc beaucoup de résistances. Et puis là, des petits condensateurs de découplage. Voilà, là j'ai ma self en amont de mon convertisseur. Et puis je pense que c'est tout. Alors si on regarde ce que ça donne au niveau de l'oscillo, alors bien entendu vous voyez une petite fluctuation. Ça n'est pas réel hein, sur l'oscilloscope, c'est on va dire c'est une conséquence de, de l'enregistrement vidéo de ce qui se passe sur l'oscillo. Mais sur mon oscillo, c'est très net. Donc maintenant, en fait, je vais changer, je vais passer sur l'autre mode. On reviendra ensuite au PCB. Voilà, là, la courbe est à l'envers. Donc ici, ça n'est plus IC égale F de... mais c'est IC égale F de IB. Voilà, F de IB. Et donc on peut voir ici, je vais venir diminuer la tension VCE, qui est en manu hein, cette fois. Et on va voir à un moment donné que le transistor va saturer, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette linéarité entre IB et IC. Donc vous voyez, on peut voir facilement des choses. D'ailleurs, on va revenir dans l'autre mode. Bien sûr, là je suis pas bon. Voilà, là je suis bon. Et regardez, vous voyez ce petit transistor ici? Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que j'ai dû démonter il y a 30, 40 ans sur je sais pas quoi. Mais je l'avais toujours. Vous voyez là on a quelque chose, on a une belle courbe on va dire. Hein. On voit bien qu'il y a en fait pour un courant IB donné, j'ai un courant IC donné, quel que soit VCE, plus ou moins, hein, bien entendu. C'est assez net. J'enlève le transistor BJT qui était un 2N2222 et je mets ce transistor inconnu. Regardez-moi cette allure. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
j'en pense pas beaucoup de choses. Enfin, j'en pense pas que du bien. Vous voyez là, en tout cas pour les valeurs de courant IC élevées, qui sont en haut, hein, ou plutôt pour des valeurs de courant IB élevées, eh bien on a un courant IC qui est quand même vachement dépendant de VCE. On va regarder maintenant, on va changer de mode. Là, et je connecte IB. Et là, on voit que la saturation a lieu beaucoup plus tôt. J'ai même quasiment toujours, voilà, pour mon VCE max, hein, qui doit être aux alentours de 6 volts, là, j'ai déjà une saturation. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Donc, on peut voir quand même, alors que si j'avais passé ce transistor, tiens, je vais peut-être essayer de le faire. Vous voyez, le même transistor, je le passe sur un testeur de composants, et ben on ne se rend pas compte de tout ça en fait. Là, je le lis pour vous parce que je pense pas que c'est tellement lisible. J'ai un gain de 391, donc très élevé. J'ai un courant IC de 3,5 mA et j'ai un VBE de 632 mA. Mais les courbes sont pas très jolies, quoi. On le remet pour la forme. Voilà. Bon, je ne serais pas hyper catégorique, mais je pense que si j'avais un transistor comme ça sur un montage que je l'avais considéré douteux, et quand que j'ai un 9, je n'hésiterai pas à le remplacer par le 9. Alors, ce traceur de courbe pour transistor, vous voyez ça ici? Et bien c'est prévu à terme pour pouvoir venir s'enficer sur ce boîtier. Je vais faire une petite pièce, alors le fil est assez long, oui. Là, l'idée, ça sera ça. Qui me limitera en termes de fil et ça sera beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, donc je verrai. Peut-être, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être j'en ferai un petit frère, hein, c'est-à-dire qui ressemblerait beaucoup, pour les transistors PNP si j'y arrive. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais voilà, donc ça vient un peu compléter ma panoplie de petits montages électroniques. Bon, je pense que c'est intéressant, hein, parce que les testeurs de composants, oui, mais pas que. Ensuite, je pense, bon, je vais prendre un peu de vacances, mais ce que je pense faire ensuite, c'est terminer mon générateur BF. Donc, au niveau de la conception, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'avais des pièces que je devais recevoir, elles sont arrivées. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère avoir des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos.